Bonsoir. Vous avez donc 13 jours pour déjouer tous les pronostics. Hein. Bon, les challengers. Vous êtes challenger, vous l'assumez? Oui, on va pas s'inventer favori si on ne l'est pas. On est challenger et justement, ça nous rend encore plus combatifs. On va aller chercher chaque voix, on va convaincre chaque Française et chaque Français qui manque pour l'instant. Il manque à peu près 10 points d'après les sondages sortis ce soir. Et c'est d'autant plus enthousiasmant, mais moi je suis persuadé que la victoire elle est possible. Parce que beaucoup de Français qui pour l'instant s'étaient pas trop intéressés ni au programme, ni peut-être à la personne, à la personnalité de Monsieur Macron, sont en train de se rendre compte de ce qu'il incarne. Une forme de dilution de la France à tout point de vue. Et alors que Marine Le Pen, c'est la candidate clairement du peuple et des patriotes. Moi, je pense que c'est eux qu'on peut raisonner comme ça par candidat ou par parti, mais en réalité, il faut s'adresser aux Français. Et ceux qui ont vu cet après-midi François Hollande apporter son soutien à Emmanuel Macron, je sais qu'il y a des Français de droite et de gauche qui ne sont pas du tout ravis de ce quinquennat, qui se sont sentis soit trahis par ce quinquennat, soit en opposition frontale avec ce quinquennat, et qui se disent, mais attendez, on va pas quand même continuer avec le candidat désigné par François Hollande, qui va essayer d'y recaser toutes ses équipes, ses hommes, ses réseaux et son parti. François Hollande a des arguments pour justifier son vote. Il dit, je voterai Emmanuel Macron le 7 mai prochain, car Le Pen, pour Le Pen serait un risque pour la France. Si Le Pen arrive au pouvoir, c'est moins de pouvoir d'achat pour les Français, c'est des produits importés plus chers, et donc ce sont de mauvaises nouvelles économiques immédiatement pour les Français. Il avait des arguments, le chef de l'État, pour justifier son vote? Il aurait des arguments crédibles si lui-même était crédible du point de vue économique et social. Moi je rappelle que Hollande, d'ailleurs en coproduction en partie avec Macron, puisqu'il a été son conseiller puis son ministre, c'est 1 200 000 chômeurs de plus, c'est 300 milliards de dettes de plus, c'est quand même un pouvoir d'achat des retraités, des salariés, des jeunes qui a stagné très largement au mieux, c'est un bilan sécuritaire lié au terrorisme islamiste. Donc je veux dire, quand François Hollande fait la leçon, en quelque sorte, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il faut faire l'inverse, qu'il considère qu'on fait l'inverse de ce qu'il a fait. Alors oui, on revendique qu'on va faire à peu près l'inverse de ce qu'il a fait. Alors pourquoi François Hollande prend la parole au lendemain de ce premier tour pour dire je voterai Macron? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Je peux vous dire, il y a une vraie sincérité, une sincérité politique dans cette prise de parole, parce que François Hollande, on peut pas, sincérité, c'est pas un mot qui lui va forcément, qui lui colle forcément à la peau, et il a été capable de beaucoup d'insincérité. Mais là-dessus, sur le fait de ne pas finir en donnant les clés de l'Élysée à Marine Le Pen, je peux vous dire, c'est son obsession. Ça fait des mois, depuis le 1er décembre, souvenez-vous, où il a annoncé cette allocution serait de son quinquennat une trace, pense-t-il, abominable dans les livres d'histoire. Et comme son objectif aujourd'hui, eh bien, ce sont les livres d'histoire, il est obsédé par l'idée de ne pas vous... Son quinquennat, d'abord, il ne laissera aucune trace dans l'histoire. François Hollande n'existera pas dans l'histoire. Et si on devait... Il espère bien en laisser une, s'il doit laisser une trace, depuis des mois, elle sera de toute... dans cette optique-là. Certes, mais s'il doit laisser une trace, je pense qu'il n'en laissera pas, parce que seuls les grands hommes laissent des traces, mais s'il doit laisser une trace, elle sera mauvaise. Maintenant, c'est pas lui qui donnera les clés, ce sont les Français. Je sais que Macron, hier, dans sa petite fête bling-bling de la Rotonde, avec ses amis du showbiz, et lors de son discours, a donné le sentiment qu'il avait déjà gagné. Enfin, ce sont pas ces agences de com, ce sont pas ces médias et ce sont pas ces banques qui vont décider à la place des Français. Les Français vont s'exprimer dans 13 jours et ils vont déjouer ces pronostics. C'est vraiment efficace, ces consignes de vote. Alors hier, on a entendu François Fillon, Benoît Hamon. Aujourd'hui, c'est François Hollande. Je voterai Macron. Comment les Français perçoivent ces consignes de vote? Écoutez, plus que des consignes de vote, il y a des éléments culturels. Et qu'on le veuille ou non... par rapport au Front National, il y a en France une réticence. Ça existe réellement. Il y a un autre point de réticence qui est l'incertitude, le saut dans l'inconnu que représenterait une rupture avec l'Union européenne, l'euro. Ce sont des éléments forts. À mon sens, ce sont des éléments plus forts que les consignes de tel ou tel, puisque on sait bien que la parole de François Hollande, elle est assez discréditée aujourd'hui sur... Est-ce qu'il rend service vraiment à Macron, à François Hollande? Alors non, mais sur le jugement qui vient d'être porté sur François Hollande, je serais beaucoup plus nuancé. C'est peut-être mon tropisme d'historien, parce que je ne suis pas sûr que l'histoire le voue aux gémonies autant que ça vient d'être dit. Il faudra un peu de recul, le recul de l'historien. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. En revanche, c'est vrai que je ne pense pas que
que l'engagement de François Hollande d'abord soit une surprise et puis qu'il fasse véritablement bouger les lignes. Mais je le répète, les éléments culturels dont je viens de parler, qu'on le veuille ou non, hein, c'est une réalité objective, me semble quand même difficile à surmonter. Dans la dernière ligne droite de la campagne, vous vous souvenez, François Hollande avait distillé des confidences pour dire qu'il était contre les deux extrêmes que constituaient d'un côté Mélenchon, de l'autre côté Marine Le Pen, alors même qu'il avait dit qu'il ferait vœu de silence jusqu'au premier tour. Et là, il avait donc distillé des petites confidences dans les journaux. Et Emmanuel Macron les avait très très mal accueillies parce qu'il ne voulait surtout pas Emmanuel Macron passer pour Emmanuel Hollande, pour l'héritier du hollandisme. Donc il y a clairement de la part de Macron, si vous voulez, une volonté de garder Hollande le plus à distance possible. Donc on ne peut pas dire, là clairement pas, que l'appel d'aujourd'hui, l'allocution d'aujourd'hui prononcée par Hollande fasse plaisir à Emmanuel Macron. Il n'a pas envie d'être un Hollande bis et un continuateur. Il veut montrer qu'il est le renouvellement, la modernité, qu'une page de l'histoire politique. Ça peut même vous arranger, Florian Philippot, parce que vous allez dire, voyez, c'est le système qui veut à tout prix se sauver en appelant à voter pour Emmanuel Macron, parce que ça va être François Fillon à Benoît Hamon en passant par François Hollande. Les Républicains, la plupart des Républicains appellent à voter Macron. C'est un élément de clarification, parce que c'est un secret de polichinelle que François Hollande a voté évidemment Macron dès le premier tour. Ça paraissait évident. Ça, il nous l'a pas dit, ça. Ah mais non, mais c'était pour ça que c'était un secret de polichinelle. Mais on le savait quand même. Il l'a plus ou moins laissé entendre. Il l'a quand même laissé entendre, c'était à peu près évident. Et de toute façon, de quoi a honte Monsieur Macron? Il a participé de son gouvernement, il a été son conseiller. Et il l'a remercié, mais Macron a remercié bien sûr, pour ce geste républicain. Peut-être qu'ils fêteront ça encore une fois ce soir à la Rotonde, je ne sais pas. Mais et puis si vous voulez, Monsieur... Mais ouais, en même temps, à votre avis, la base c'est pas très rassurant, la parce base que si de la Marine Le Pen majorité est président de la République, finalement toutes les démocraties qui nous entourent semblent dire c'est mieux Macron que Marine Le Pen. Les principaux responsables de ce pays politique disent c'est quand même mieux Macron que Marine Le Pen. À un moment donné, si vous arrivez au pouvoir, tout seul, ça va être compliqué de changer les choses. Non, moi j'ai vu Annie Ramadan là qui a été expulsée de France, qui appelait à voter contre Marine Le Pen. Ça, j'ai vu ça, oui, un islamiste. J'ai vu l'UOIF aussi. Oui. Voilà. Mais vous savez, les Français. On n'est pas seul, on a fait 7 700 000 voix. On a des millions de familles françaises avec nous et qui ont compris que ce qu'on appelle le front républicain, qui n'a rien de républicain. Ces gens-là ont bafoué la parole des Français sur le traité de Lisbonne. Ces gens-là ont bafoué maintes fois la parole des Français. Donc vous n'avez pas peur de ce front républicain? Non, parce qu'il n'est pas républicain d'abord. Chacun a compris que c'était de la rhétorique, ça. Il s'agit de se sauver sa place, sauver son siège. Ils essaient de se sauver les uns les autres. Vous savez, la République, moi je veux que les Français réfléchissent sur le fond des mots. C'est important les mots. Qui défend la République? Ceux qui veulent remettre en place des référendums comme on le souhaite, le référendum d'initiative populaire comme on le souhaite, la proportionnelle comme on le souhaite, ceux qui veulent arracher la souveraineté populaire qui a été confisquée à cause de leur traité par Bruxelles, par des gens non élus, sous influence de lobby, et la rendre au peuple français? Ou ce sont ces gens-là qui s'acoquinent depuis des dizaines d'années, qui trahissent les référendums, qui trahissent la parole des Français, et qui vont contre la liberté, l'égalité et la fraternité, qui sont nos valeurs républicaines? Ça, franchement, et je pourrais y ajouter d'ailleurs la laïcité. Je pense que c'est une vraie réflexion de fond que les Français vont avoir aussi pendant ces 13 jours. Pendant 13 jours. Céline Braque, et avec Jean Garrigue, qu'on regarde de près qui a voté quoi hier. On voit quand même qu'il y a une France coupée en deux. C'est même quasiment caricatural parce qu'on a une diagonale du nord-ouest au sud-est. On a la France des grandes villes et de l'ouest qui vote Macron. Et puis finalement la France rurale, périurbaine, qui se sont souvent abandonnées, qui concentre un peu toutes les difficultés, qui a voté Le Pen. Donc finalement, on a un clivage entre la France qui va bien et qui vote plutôt Macron, et puis la France qui va mal et qui vote plutôt Le Pen. En tout cas, ceux qui peuvent se considérer comme, si les gens ne se considèrent pas au quotidien de cette manière-là, comme les gagnants ou les perdants de la mondialisation, c'est quelque chose qui se retrouve en effet dans le vote des Français. Et puis, il y a des grosses différences sociologiques entre les électorats. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée du diplôme qui a beaucoup joué dans le vote. C'est-à-dire que Marine Le Pen a un vote particulièrement fort chez les personnes qui sont moins diplômées, qui sont ceux qu'on appelle, de manière d'ailleurs sans doute un peu négative, les CSP-, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, alors que le vote Macron est un vote plus
CSP+. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve. Il y a aussi le fait de gagner plus ou moins d'argent. C'est quelque chose qui se retrouve vraiment dans ce vote-là. Et il y a aussi une question d'âge. Alors, Emmanuel Macron est celui qui, en termes d'âge, avait les acteurs, les votants les plus homogènes en termes d'âge. Marine Le Pen a un électorat plus jeune, essentiellement concentré sur les jeunes actifs. Les jeunes actifs qui peuvent au quotidien éprouver des difficultés dans cette France qui souffre souvent d'un point de vue économique et qui se retrouvent sur un vote Le Pen. Jean Garrigue, ce clivage que je redessinais suite au premier tour, c'est plus le clivage gauche-droite, c'est le clivage entre finalement des Français qui sont tournés vers la mondialisation, qui vont plutôt bien, et puis d'autres qui au contraire en souffrent, qui vont mal, qui se sentent abandonnés, qui veulent peut-être plus d'État, qu'on s'occupe un peu plus d'eux. Il est très grave ce clivage. C'est une bonne chose d'ailleurs que se retrouvent au second tour les représentants de ceux qui offrent des solutions différentes à cette crise profonde de la société française. Finalement, c'est un second tour qui est assez clair, qui offre deux choix. Et je trouve qu'il justifie cette élection qui par ailleurs a été entachée par beaucoup de problèmes. Il est incontestable que Emmanuel Macron, c'est le candidat de ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse, c'est-à-dire quelqu'un qui propose de sortir des blocages de la société française en essayant d'adapter au fond les structures de l'État-providence, le modèle français, à quelque chose qui s'appelle les contraintes de la mondialisation. De l'autre côté, on nous propose une autre solution qui est une solution de repli national, identitaire, protectionniste, économique, qui elle aussi et qui séduit de manière évidente tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont inquiets de ce qui est en train de leur arriver. Sur la notion de république et la séparation entre républicains et européens, je me permettrai là d'être beaucoup plus nuancé parce que l'idée européenne, c'est une idée qui a été lancée par des républicains, des purs républicains, et ça a toujours été lié à la défense des valeurs de la République. Mais ça, c'est une autre chose. Alors, pour rester sur ce terrain-là, on n'a pas commencé le début. Juste de oui, je ne sais pas qui vous êtes, mais on n'a pas commencé. le droit de parler sur ce plateau. Mais parfaitement. Mais on n'a pas commencé la construction européenne par une trahison sur un référendum. C'est ça qui est une trahison anti-république. Mais vous nous refaites le référendum de 2005 référendum. Bien sûr. C'est le match retour. Non, mais c'est dramatique ce référendum. C'est-à-dire que les Français votent. Et on met leur vote à la poubelle, et on s'assoit dessus. Mais il n'y a pas pire en République que de faire ça, que de trahir le vote de Français. Mais je pourrais en citer 10 000 autres de trahison. Sauf que Marine Le Pen, pour gagner... Quand on annonce des choses en pleine campagne et qu'on fait l'inverse, c'est pas de la trahison, mais pour que Marine Le Pen puisse gagner, vous avez dit, elle est challenger. Donc, a priori, elle part avec plus de difficultés qu'Emmanuel Macron dans cette bataille du second tour. Pour gagner, elle peut pas simplement rassembler la France en colère. Il faut qu'elle séduise aussi celle qui va peut-être un peu mieux et qui a peur de son programme. Alors, qu'allez-vous faire? Mais on s'adresse pas à les gens en colère ou quoi que ce soit. On s'adresse à tous les Français. Vous savez, c'est pas d'ailleurs du repli ce qu'on propose. Nous, c'est qu'il y a un minimum de protection. On est un des seuls pays au monde. Je regarde la Suisse, c'est pas un affreux pays replié sur lui-même. La Suisse, mais la Suisse a fait un choix depuis le début de ne pas être dans l'Union européenne. Justement, vous demandez, et ça va beaucoup mieux. Vous demandez finalement que la France revienne. C'est un pays qui est dans le commerce mondial, qui est comme le Royaume-Uni, comme plein d'autres pays, et ils ont des droits de douane beaucoup plus importants que les nôtres. Et ils font du patriotisme économique. Et on peut pas dire que c'est un pays replié. C'est un pays qui peut se protéger, y compris pour soutenir ses créateurs de start-up, y compris pour soutenir l'innovation, c'est-à-dire la modernité. Il n'y a pas de notion d'archaïsme ou de modernité. Il y a, je crois, l'idée que la France va mal, de plus en plus mal. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec ceux qui veulent accélérer, plus de mondialisation, plus d'Europe, plus d'immigration, plus de précarisation. Moi, j'étais cet après-midi en débat avec un représentant de M. Macron qui s'appelle M. Patria. Il avait adhéré au PS en 1974. Vous voyez, donc le renouvellement n'est pas tout à fait là. Et il m'a dit, nous, la loi El Khomri, elle va pas assez loin, on veut aller plus loin. Moi, je pense que c'est une précarisation. Ou alors, de l'autre côté, du patriotisme économique, remettre de la démocratie dans les tuyaux, par le référendum notamment ou la proportionnelle, et croire en la France. C'est un vrai débat sur la France, ce second tour. C'est pour ça que c'est un beau débat. Anna Cavana. Il y a un lieutenant de votre candidate, de Marine Le Pen, qui m'a dit tout à l'heure qu'au fond, une vraie victoire pour elle, ce serait déjà de dépasser le plafond des 40% au deuxième tour. Est-ce que vous le diriez ainsi, Florent Non, Philippot? une vraie victoire, c'est une victoire. Oui, mais ce serait déjà... on est déjà à 40 ce soir, on a 13 jours de campagne, on va quand même, ça fait moins d'1 point par jour pour y arriver. On est quand même capable de faire ça. Emmanuel Macron a accepté le débat du 3 mai. Ah, enfin. C'est bien. Voilà, donc il y aura un débat. On avait évidemment accepté. Vous auriez aimé en avoir plus?
Non, c'est bon, un ou deux, peu importe. Enfin, c'est bien. Non, c'est très bien. Je pense qu'il sera suivi par beaucoup de Français. Ce sera un débat très intéressant. Merci Florian Merci à Philippot, Anna Cabana, Céline Braque, Jean Garry. Merci.